Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endosent et ne contestent aucune cause. Alors, notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors voilà, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant notre émission. Comme on le fait toujours, on a des petites pauses obligatoires, ce qui fait différent d'un partage en continu quand on fait une salle, un meeting en salle, en présentiel ou même en Zoom, là. Alors, c'est la différence avec nous. Nous avons toujours quand même des invités remarquables et puis des gens c'est ça que des fois j'ai toujours de la gratitude là, quand même quand je viens ici avec vous là, puis faire cette émission là, c'est toujours quelque chose qui m'apporte énormément. Et puis je suis heureuse d'être là. Vraiment. Donc aujourd'hui, on a un membre que j'ai rencontré lors d'intensifs, des intensifs que ça nous permet donc de passer une fin de semaine ensemble entre nous les dépendants sous différentes formes, puis de travailler un peu plus en profondeur sur nous pour devenir des meilleures personnes, puis aussi dans notre établissement pour aller plus loin, comprendre plus de choses, arrêter le temps un peu là, parce que souvent on est tellement pris dans plein de choses que là on fait juste comme s'arrêter puis être ensemble, puis ça nous fait vivre beaucoup de belles choses, puis faire des grands pas de géant. Moi, c'est pour ma part, c'est ce que je vis, puis c'est peu dire. Alors Francis est avec nous aujourd'hui. Je le remercie infiniment d'être présent. Puis je vais lui céder la parole. Alors, c'est à toi, mon cher Francis. Merci d'être là. Merci beaucoup, Isabelle. Salutations à tous et à toutes. Alors, mon nom, c'est Francis. Je suis un alcoolique et un toxicomane. Alors, qui suis-je? D'où viens-je? Où vais-je? Alors, je vais parler de qui je suis et d'où je viens. Puis où est-ce que je m'en vais? Je vais m'abstenir histoire de ne pas faire une crise d'anxiété. Je vais essayer de rester dans le moment présent le plus possible. Alors, moi, ma vie commence de mémoire. J'ai 5 ans. À l'âge de 5 ans, il se produit un événement charnière, quelque chose qui va changer ma vie pour le reste de ma vie. Je suis avec ma petite sœur et ma mère, c'est l'heure de la sieste, et puis je réveille ma petite sœur pour aller jouer. Et puis le souvenir que j'ai, c'est qu'on saute sur le divan et puis on court alentour de la table de cuisine. Et puis je trouve un carton d'allumettes dans un petit panier de rotin. J'allume une allumette et puis c'est la première fois de ma vie, j'ai 5 ans, que j'allume une allumette, puis je la regarde brûler jusqu'à ce que je me brûle les doigts, puis je la laisse tomber par terre, et puis j'en allume une deuxième, puis je la laisse tomber par terre aussi, après m'avoir brûlé les doigts. Puis à ma 3e allumette, je demande à ma petite sœur Annabelle, que j'adore, puis je veux vraiment pas lui faire de mal, là. Je lui demande d'étirer sa grande jaquette en flanellette pour déposer une allumette dedans, pour ne pas me brûler les doigts. Et puis je dépose quelques allumettes dans sa grande jaquette en flanellette, et puis il arrive ce qui devait arriver. La jaquette prend feu, puis ma petite sœur a crie. Ma mère se réveille en panique, elle prend une serviette, puis elle frappe ma petite sœur avec une serviette pour éteindre le feu. J'entends ma petite sœur crier. J'ai l'odeur de ses cheveux qui brûlent. Et puis là, il y a comme une coupure dans mon souvenir. Le souvenir revient, je suis assis en arrière d'une voiture de police, et puis ma petite sœur puis ma mère embarquent dans une ambulance, puis l'ambulance s'en va. J'ai 5 ans. Moi, j'ai revu ma mère après ça à l'âge de 14 ans. Et puis j'ai revu ma sœur à l'âge de 15 ans. J'ai été placé dans des familles d'accueil.
de 5 à 11 ans, j'ai fait 9 familles d'accueil. Ce que j'aurais eu le plus de besoin, c'est que, en premier lieu, ma mère vienne m'expliquer que ce qui s'est passé, c'est un accident, puis que c'est pas de ma faute, que j'avais juste 5 ans. Ça a pas été fait. En deuxième lieu, que mon père vienne me l'expliquer, puis ça a pas été fait non plus. Puis les gens qui m'ont recueilli en famille d'accueil, eux étaient pas au courant de cette histoire-là. Alors, ils ont pas pu le faire. Alors, j'ai pris le fardeau d'avoir brisé ma famille sur mes épaules. La culpabilité s'est emparée de moi. Le sentiment de rejet, d'abandon, d'être quelqu'un de méchant, d'être quelqu'un de mauvais. Alors, l'estime que j'avais pour moi, très, très jeune, était très, très faible. Et puis, j'ai eu des très mauvaises expériences dans des familles d'accueil. Alors, je vais juste pour boucler là, le fait que ma petite sœur, là, quand je partage, les gens se demandent qu'est-ce que tu as fait avec ma petite sœur. Ma petite sœur, elle est magnifique, elle est en pleine santé, puis elle a pas gardé de cicatrices ou de séquelles de ça. Elle a très bien réussi sa vie. Là. On a une très, très belle relation aujourd'hui. Elle est venue, il y a quelques années, m'écouter partager à la maison Jean Lapointe, et puis elle avait aucune idée de comment j'avais vécu cet événement-là, parce que elle s'en souvient pas de toute façon. Et puis toutes les séquelles que ça a emmené dans ma vie, là, elle était pas au courant de ça. Fait qu'elle a appris ça là, puis ça nous a vraiment liés puis rapprochés. Alors voilà, en famille d'accueil, une place en particulier où ce que j'ai vécu qui m'a marqué beaucoup, je vivais avec un couple, puis l'homme il était vraiment violent, puis il me battait de façon très sévère, là, à coups de main ouverte, à coups de ceinture avec le bout de cuir, le bout de métal. J'étais terrorisé par lui, au point que j'en chiais dans mes culottes, là, tellement qu'il me faisait peur là, quand je le savais qu'il était pour me battre. T'sais. En vieillissant, cet homme-là, il m'a habité beaucoup parce que c'était un autre traumatisme, hein, comme le feu avec ma sœur, c'est un autre traumatisme qui s'est installé dans moi avec des séquelles. Hein. J'ai eu le fantasme de battre cet homme-là pendant des années, et puis à un moment donné, je l'ai vu, cet homme, dans un high raise où est-ce que j'avais 25 ans, j'étais dans la force de l'âge, et puis je l'ai reconnu par ses tatous puis par ses yeux noirs. Un homme fragile, vulnérable, qui était plus du tout dans force de l'âge. Alors, les rôles étaient complètement inversés. Et puis, j'avais décidé que cette journée-là, j'étais pour me venger. Puis, j'étais l'attendre dans le stationnement du High-Raise. Et puis, quand il est sorti, là, j'avais déjà spoté où est-ce que j'étais pour le ramasser puis lui faire sa fête. Et puis, quand il est sorti, là, j'ai été incapable de le faire. Je me suis mis à trembler de tout mon corps, là. Les mains, les jambes, les pieds, le menton, puis je me suis mis à pleurer. Là. Puis là, l'homme qui était dans force de l'âge, là, qui avait le goût de se revenger, était complètement disparu. Là. C'est l'enfant traumatisé, blessé, qui a pris toute la place. Puis je réalisais pas à quel point qui était encore présent à ce moment-là, puis que j'avais besoin d'aide, puis que j'avais besoin de thérapie. Tu sais. Alors, quand je suis arrivé à la maison, je me suis chicané avec ma conjointe de l'époque parce qu'il fallait que ça sorte quelque part, puis c'est vraiment pas sorti à la bonne place. Alors voilà. J'ai eu des problèmes de consommation qui ont commencé très très jeune. Moi, mon père est venu me chercher des familles d'accueil à 11 ans. Et puis, mon père avait des problèmes de cocaïne, puis il avait des problèmes d'alcoolisme aussi. Mon père est homosexuel, puis il a décidé avec son chum de l'époque de venir me chercher parce que j'avais fait assez de temps en famille d'accueil. 2 hommes très, très, très gentils, qui m'ont jamais abusé, qui m'ont jamais battu, mais 2 hommes qui avaient la maladie de l'alcoolisme puis de la toxicomanie. Alors moi, très très jeune, là, ce que j'ai vu, c'est des gros parties. Il y avait Coco Douglas Léopold qui venait à la maison avec d'autres artistes que j'ai vus aussi. Alors j'ai vu des parties incroyables où est-ce qu'il y avait des soirées cocaïne, des soirées mescaline, des soirées champignons. Alors moi, j'avais 11 ans, j'avais 12 ans, j'avais 13 ans, puis j'étais témoin de ça. Puis j'avais tellement hâte d'être un adulte pour pouvoir faire la fête comme eux autres. J'avais déjà un objectif de vie, c'était de faire le party, puis de faire le party de cette façon-là. Alors, j'ai volé mon premier joint à mon père, je devais avoir 12 ans, que j'ai fait rouler par le frère d'un ami, puis j'ai beaucoup aimé ça.
Et puis, j'ai pris mes premières bières dans le parc Baudry, dans le bas de la ville. On avait vissé un opener sur un poteau de téléphone. Puis, on avait déjà commencé à faire le party dans le parc, là. Puis j'étais un préadolescent à l'époque. Et puis, à l'âge de 15 ans, mon père et puis son conjoint, ils se sont séparés. Les problèmes de cocaïne de mon père, ils ont augmenté. Mon père, c'est un barman. Et puis, à chaque fois qu'il faisait 25 piastres de type, il s'achetait un quart de coke. Et puis, il y avait jamais une scène. Puis, à un moment donné, ça a cogné à la porte. Puis, il y a des Shylock qui couraient après. Moi, ça faisait déjà 2 jours que je l'avais pas vu. Il m'avait pas laissé d'argent pour manger. Puis, je me demandais, j'étais très, très inquiète pour lui. Puis encore plus quand les Shylock ils ont cogné à la porte. Là. 2 armoires à glace que j'avais jamais vues qui cherchaient mon père. Alors, ça m'a beaucoup inquiété, puis ça m'a laissé dans l'attente là de ce qui était pour arriver. Là, tu sais. Merci, Francis. Je comprends au niveau du sentiment de sécurité, du début à la fin, à partir de 5 ans, puis même là, jusqu'au moment où tu nous en parles, à ce moment-ci de ton adolescence, il n'y a rien pour te donner de la sécurité. C'est terrible quand même, l'événement... C'était très marquant à 5 ans, là, c'est sûr, là, que t'étais complètement innocent là-dedans, puis ce que t'as ressenti, c'est assez normal, là, que t'as ressenti que t'as brisé la famille, puis te faire placer un peu partout comme ça, c'est assez grave. J'imagine que dans ça a dû beaucoup colorer énormément de choses dans ta vie par rapport à ça. Puis t'es capable de le nommer bien comme il faut aussi, là, qu'est-ce que t'aurais eu besoin. Tu sais, ça, j'ai remarqué. Tu sais, je pense que t'es connecté à tes besoins maintenant, sûrement, parce que t'es capable de nommer ce que t'aurais eu besoin à ce moment-là. Alors là-dessus, on va aller faire la pause. On va aller à la pause tout de suite, puis on revient t'écouter tout de suite après. Reste Parfait. avec nous. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Alors, merci d'être encore là. Au deuxième segment, je vous lis un passage d'une littérature des alcooliques anonymes. Là, j'ai les réflexions de Bill entre les mains. Je suis à la page 55. Alors, je vais vous lire ça tout de suite. Ça se nomme « Se laisser guider ». L'homme est censé penser avant d'agir. Il n'a pas été fait à l'image de Dieu pour être un automate. Voici ma méthode personnelle pour éviter d'agir comme un automate. Devant chaque situation, pesez d'abord le pour et le contre, tout en priant pour ne pas être influencé par des considérations égoïstes. Affirmer mon désir de faire la volonté de Dieu. Ensuite, après avoir étudié le problème sous tous ses aspects, lorsque je ne trouve pas la solution, j'attends d'être guidé par une idée qui me vient à l'esprit, par d'autres personnes ou par les circonstances. Si je ne peux pas attendre et si je n'ai reçu aucune indication précise, je répète la première opération plusieurs fois. J'essaie de trouver le meilleur chemin et j'agis. Si je me trompe, le ciel, j'en suis sûre, ne me tombera pas sur la tête. De toute façon, j'aurai appris quelque chose. Lettre 1950. Même si c'est écrit en 1950, là, je peux vous dire que juste en lisant ça, on est en 2022, puis ça veut dire la même chose, là. C'est pas des anciennes écritures, c'est tout à fait actuel et contemporain. Parce que les êtres humains, on change, mais on change pas tant, tu sais, quand même, on a un fond d'âme, nos besoins restent les mêmes, puis
Moi, fait que c'est ça pourquoi la littérature des alcooliques anonymes là sont toujours aussi précieuses et sont toujours aussi bonnes pour nous. Ça nous aide beaucoup à grandir puis à comprendre. Alors on retrouve notre ami Francis. Francis était rendu il était dans une période de vie, l'adolescence. Il a commencé à consommer dans les parcs, puis aussi son père qui nous expliquait qu'il était dans la consommation beaucoup de toutes sortes. Et puis là, il est tout seul. Il y a un Charlotte qui cogne à la porte, puis il se demande où est-ce que son père est rendu parce que ça fait 2 jours qu'il n'y a pas de nouvelles. Alors, c'est un petit peu ça qui nous a... c'est ça. Pas mal ça qui nous a comme compté là lorsqu'on a pris la pause. Alors, je sais qu'il y avait d'autres choses aussi là, qui va suivre ça, j'en suis certaine. Alors, je laisse parler à toi, Francis. Alors, merci Isabelle. Alors voilà... très inquiète pour mon père et puis très insécure, très nerveux aussi, puis très affamé au sens propre parce que j'ai rien à manger, ça fait 2 jours. Alors, le lendemain que les Charlottes se présentent à la maison, mon père retentit. Puis il retentit très, très, très inquiète, dans un piètre état. Il est pas à jeun, puis il me dit qu'il doit quitter la ville pour aller se cacher. Et je lui dis que je le sais, qu'il y a eu de la visite la veille. Puis ça le rend encore plus inquiète, fait qu'il me dit que malheureusement, je dois retourner en famille d'accueil. Ce que je refuse. Même si j'ai 15 ans, je refuse avec beaucoup de caractère d'aller en famille d'accueil. Je lui dis qu'il n'en est pas question, que je vais me trouver un travail, un appartement, puis que je vais me débrouiller toute seule, qu'il n'est pas question que je retourne en famille d'accueil. Et puis j'ai un ami qui est déjà sur le marché du travail, qui travaille dans une compagnie de stores verticaux. Je communique dans la même journée avec lui. Il me fait rentrer à sa job. Je me trouve un logement miteux dans Hochelaga Maisonneuve. Le propriétaire, évidemment, j'ai 15 ans, il refuse de signer mon bail. Je demande un dernier service à mon père avant d'aller se cacher, c'est de venir signer mon bail. Il accepte de venir signer mon bail, puis il s'en va. Alors, je travaille dans les stores verticaux, j'ai 15 ans, j'ai un appartement. Je suis mort de peur. Je suis mort de peur à cause de ma vie, là. Tu sais, là, je raconte ma vie, c'est très dramatique tout ça, là, mais je me porte très très bien aujourd'hui. Puis aujourd'hui, je vais très très bien. On peut s'en sortir, tu sais. Mais à cette époque-là, c'est vraiment pas le cas, là. Je suis vraiment très terrifié. Je me lie d'amitié avec un collègue de travail qui a 19 ans, puis il cherche un endroit pour aller rester. Alors, je lui offre d'être mon coloc, puis de partager les frais. Fait que il devient mon coloc, puis lui, il me montre comment peser du hache, il me présente des gens, fait qu'on commence à vendre de l'acide, du hache, puis c'est continuellement le party. Jusqu'à temps qu'on ait une grosse chicane, puis que je lui demande de quitter. Le bail, il est au nom de mon père, alors c'est lui qui quitte, puis... pas longtemps après, je dois moi-même quitter le logement parce que je suis plus capable de le payer. Mon argent passe dans l'alcool, passe dans la consommation. Je me trouve un nouveau logement que je suis capable de signer le bail toute seule. Puis j'ai déménagé souvent comme ça parce que j'étais pas capable de payer mes bails, de payer mes logements, c'est-à-dire. Alors, le temps passe, je vieillis, puis je rencontre un oncle qui me demande qu'est-ce que je fais dans la vie, puis je lui dis que je travaille dans une compagnie de stores verticaux, puis que c'est pas très payant. Fait que lui, c'est un vitrier, puis il me dit qu'il peut me faire rentrer à la vitrerie où est-ce qu'il travaille, puis que c'est un métier, puis que c'est un métier payant, puis qu'il va parler de moi à son patron, puis qu'il me redonne des nouvelles. Alors, il m'appelle le lendemain, puis il dit « Francis, tu rentres lundi, la seule affaire que tu as besoin, c'est des capes d'acier. Tu as besoin de rien d'autre. On va te montrer le métier. » Alors, à ce moment-là, j'ai 17 ans. Je rentre dans une vitrerie et je deviens vitrier. Alors, je suis formé pour être vitrier, puis là, je me mets à fréquenter des gens qui sont beaucoup plus vieux que moi, puis qui ont des problèmes de consommation. Je me mets à m'intéresser au milieu syndical aussi. Mon meilleur ami, il s'occupe de syndicat. C'est le directeur général du syndicat où est-ce que je travaille. Et puis, il y a des gros problèmes de consommation de cocaïne. Puis, je commence à consommer de la cocaïne avec lui. Alors, je suis très jeune, là, j'ai 17 ans, puis je commence à consommer la cocaïne
les fins de semaine, puis le jeudi soir, puis le vendredi soir, puis le samedi, puis le dimanche, j'ai déjà plus de paye, puis là, je recommence à en vendre pour avoir un peu plus d'argent. Et puis, très, très rapidement, là, je me mets à vraiment pas aller. J'allais déjà pas bien, mais ma vie va encore plus mal, tu sais. Puis j'ai une conversation avec mon ami qui c'est un homme qui, lui, il a 33 ans à cette époque-là, plus vieux que moi. Il a beaucoup de charisme, puis il a beaucoup d'attrait, puis il a une promotion de travailler pour le syndicat, puis les choses en apparence semblent aller bien pour lui, puis il me demande, hey Francis, t'aurais à t'enlever la vie, comment tu ferais, toi? Je dis, probablement que par asphyxion dans ma voiture, tu sais. 2 semaines après, lui, il se suicide par asphyxie dans sa voiture. Alors, je me suis senti très, très, très coupable, tu sais. Mais il m'avait répondu, moi aussi, c'est comme ça que je m'enlèverais la vie si j'avais à le faire, tu sais. Puis c'est un ami très, très proche, tu sais. Alors là, je venais de perdre mon chum, je venais de perdre un bon ami, je me sentais coupable. Puis encore une fois, à cause de mon histoire, j'ai encore mis ça sur mes épaules. Tu sais, c'était de ma faute. Fait que je me suis senti très responsable de ça. Puis j'avais des graves problèmes d'anxiété, puis je vivais toujours dans le passé. Alors voilà, mon meilleur ami qui s'enlève la vie. Et puis je me sens vraiment très, très coupable de ça. Même s'il m'avait mentionné 2 semaines avant que de toute façon, c'est de cette façon-là qu'il avait décidé lui aussi, si c'était pour le faire, de s'enlever la vie. Et puis, alors lui, quand il disparaît, je me retrouve un peu seul. Et je continue à fréquenter les mêmes endroits, les after hours que je fréquentais avec lui, et puis à consommer. Et moi-même, je commence à traîner dans ma voiture de char une roulette de duct tape et puis un tuyau de balayeuse parce que j'ai mal, je souffre, je suis pas bien dans ma peau, j'aime pas la vie, puis je veux en terminer. Alors, un moment donné, je me réveille d'une brosse qui a duré 3 jours, où est-ce que je dors pas, ou presque pas. Et je me réveille, puis à cette époque-là, c'est les nouvelles Canal 4 saisons, le Grand Journal, et puis la seule affaire que je suis capable de faire en me réveillant, c'est de peser sur le on de ma TV, puis il y a un reportage sur une autre fraternité anonyme que les AA, une fraternité qui existe grâce aux AA. Alors j'ai beaucoup de reconnaissance pour les AA, mais c'est un reportage sur les cocaïnomans anonymes. Alors, il y a un homme qui parle dans l'ombre, et puis qui explique un peu c'est quoi le mouvement, et puis son histoire à lui. Ça se passe de façon très, très, très rapide, et puis il y a un numéro de téléphone qui apparaît, et moi, sans réfléchir, de façon très spontanée, je prends le téléphone, je signale le numéro de téléphone, puis il y a une femme à l'appel à l'aide qui reçoit mon appel, et qui m'écoute, puis je m'effondre en larmes, je lui explique que j'en peux plus, et puis elle me dit que si je me dépêche un peu, j'ai le temps d'aller faire un meeting le même soir, sur la rue Saint-Denis puis du Lutte. On est samedi soir, puis c'est un meeting qui est très rock'n'roll. CA, à cette époque-là, ça bougeait. Alors, je m'habille avec le même linge que j'avais depuis 3 jours. J'arrive au meeting, il y a beaucoup de monde. L'ambiance est un peu festive. Je me sens vraiment pas bien dans le meeting. Et puis, je me lève pour prendre le jeton du nouveau. Il y a un gars qui vient partager son histoire, et puis ce que je retiens de son histoire à lui, là, c'est que il dit, pour que ça marche, de faire 90 jours, 90 meetings, puis que ça va nous permettre de connaître du monde, de nous faire des nouveaux amis, puis que ça va nous permettre d'arrêter de consommer. Ça, moi, j'ai le goût de tenter ça, en tout cas. J'ai le goût de faire cette expérience-là, puis je retiens cette information-là. Alors, quand je pars avec ma liste de meetings, je pars avec l'esprit de 90 jours, 90 meetings. 90 jours, 90 meetings, qui est une solution pour plusieurs d'arriver dans les fraternités pour se donner une chance de bien comprendre un message au départ aussi, puis de visiter plusieurs meetings, parce qu'on a aussi pas nécessairement accroché au premier. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de se donner la chance d'aller dans plusieurs pour
pour justement, tu sais, c'est comme de passer la porte déjà d'un meeting, c'est quelque chose, mais de sentir un sentiment d'appartenance puis de se sentir bien, c'est autre chose. On se sent pas bien quand on arrive chez AA ou chez CAA ou tu sais n'importe quelle fraternité là. Donc se donner une chance, 90 jours, 90 meetings. Merci Francis, puis on va aller à la pause, on revient tout de suite le retrouver. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, toujours Isabelle au micro. Alors, bienvenue, re-bienvenue. Restez, il nous reste 2 segments là, à l'émission, 2 beaux moments de partage avec notre ami Francis. Alors, avant de lui laisser la parole, je vais vous expliquer qu'on a un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site internet de la région 87. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements. On est sous podcast sous toutes les plateformes, donc vous avez juste à le choisir. On a tous les partages 2020, 2021, ceux qu'on vient de faire en 2022, les archives aussi sont là, de tous les partages radio. Vous pouvez venir partager aussi votre histoire personnelle à notre émission. Vous pouvez nous écrire, il y a une adresse courriel sur le site internet, et puis vous pouvez aussi nous faire des commentaires. Tous les commentaires sont bienvenus, on aime ça vous lire, ça nous permet de vous connaître aussi. Et puis donc, nous sommes au studio du BSR, donc le Bureau des services régionaux, au 3920 rue Rachel à Montréal. Alors, bienvenue avec nous. Et puis, donc, Francis, on s'était laissé sur le fait que on peut faire... on peut faire des meetings. C'est ça, 90 jours, 90 meetings, et puis un premier pas, c'est de rentrer dans un meeting, et puis il a 21 ans, ce qui est très, moi je trouve ça tellement admirable de rentrer si jeune. Tu sais, moi j'avais 44 ans, là, fait que quand je vois des gens dans la vingtaine qui se donnent cette chance-là, je trouve ça extraordinaire. On va savoir un peu comment il a vécu ça, notre ami Francis. Alors, je te laisse la parole, Francis, encore une fois. C'est à toi. Merci Isabelle. Alors, je quitte le meeting avec une liste de meetings et puis un paquet de pamphlets. Et ce que je retiens, c'est de faire 90 jours en 90 meetings. Alors donc, le lendemain, c'est dimanche. Il y a un meeting au 1200 Maisonneuve. Je me présente à ce meeting-là, un meeting que je déteste. C'est un trou. Les gens qui sont là me ressemblent pas. Il y a toutes sortes de meetings pour toutes sortes de monde. Celui-là ne me ressemble pas. Je me sens pas bien, mais je reste quand même jusqu'à la fin. Je reviens chez nous le soir. Je vais pas très bien. Mais le lundi, il y a un autre meeting qui est plus près de chez moi. Ça s'appelle Le courage de changer. C'est à rue Jean Talon. Je me présente à ce meeting-là. C'est mon 3e meeting en 3 jours. Ça fait 3 jours que je consomme pas. Et puis, j'ai un accueil extraordinaire. Les gens qui sont là, je trouve qu'ils me ressemblent. Et je me sens bien, j'aime la vibe, j'aime l'énergie. Et juste avant que le meeting principal commence, il y a un meeting du nouveau, puis j'arrive pour le meeting du nouveau, puis on est 4 avec l'animateur. Les autres qui sont là, ils parlent tous, et puis l'animateur me demande à la fin si j'ai envie de dire quelque chose. Alors je me présente, je dis mon nom, puis la nature de mon problème, puis et je me mets à pleurer, puis je pleure, puis je me raconte un peu, puis j'ai beaucoup d'écoute de cet animateur-là. Je ressens beaucoup de compassion de sa part aussi, là, puis je sens que je le touche. Et puis, quand que le meeting du nouveau est terminé, lui, il me parle, il reste avec moi, il vient s'asseoir à côté de moi au meeting régulier qui commence tout de suite après. Et puis, c'est mon voisin de quartier. On habite toutes les deux Montréal-Nord à cette époque-là. Et puis, on habite pas loin. Il me donne son numéro de téléphone, il prend le mien. Il m'appelle le lendemain pour me demander si je fais un meeting. Puis, il dit, je vais aller te chercher, on va aller faire un meeting ensemble. Ça devient mon meilleur ami. Ça va devenir mon parrain aussi.
il va me présenter son parrain, qui aujourd'hui est mon meilleur ami. Parce que celui qui m'a accueilli au meeting du Nouveau, malheureusement, lui, quand moi j'ai 7 ou 8 ans d'abstinence, lui il a une dizaine d'années d'abstinence ou une douzaine d'années d'abstinence et puis il fait une rechute, puis il s'enlève la vie. Alors voilà. Mais avant ça, je vis un paquet de choses avec lui, puis j'ai un paquet de beaux souvenirs de lui. Il me présente un paquet de gens et il me présente un paquet de meetings, puis il me fait connaître les intensifs. Les intensifs, c'est un endroit où est-ce que les dépendants se rassemblent pour le temps d'un week-end pour faire des ateliers sur les 12 étapes des alcooliques anonymes, et puis sur des thèmes de croissance personnelle aussi. Alors, je me mets à faire des intensifs en plus de faire des meetings pour travailler sur moi. Je trouve ça de plus en plus difficile parce que j'ai plus de drogue puis j'ai plus d'alcool pour m'auto-médicamenter. Alors, je vis beaucoup dans le passé. Tu sais, je vis dans mon enfance, je vis dans le passé. Elle arrête pas de remonter. Elle remonte parce que je partage avec des nouveaux amis puis on parle des vraies affaires. Sans consommer, elle remonte parce que je fais des intensifs, puis elle remonte parce qu'à un moment donné, je décide de faire une 4 et 5 en intensif. Et puis, où est-ce que moi, je suis rendu dans ma vie avec le peu d'estime que j'ai pour moi, de faire une 4 et 5 à ce moment-là, et c'est pour moi, là, c'était pas une bonne idée. J'avais besoin d'aide professionnelle. Puis cette 4 et 5-là est venu mettre ça en lumière, parce que ce que ça a fait, c'est que j'ai été brassé toute mon enfance. Puis quand je suis sorti de là, je m'ai vraiment pas senti libéré là d'avoir partagé ça. Là, je m'ai senti avec le poids de toute mon enfance, puis de tout mon passé. Puis là, mon parrain, puis son parrain, ils m'ont dit là, on pense que t'as besoin d'aide professionnelle. Il avait raison. Alors, je fais une thérapie qui s'appelle l'analyse transactionnelle. C'est l'analyse des transactions à partir de différents états du moi, là, parent, adulte, enfant. Là, je vais pas aller dans les détails de ça. Là, je pense pas que c'est important, mais c'est une thérapie qui m'apprend beaucoup sur comment je fonctionne, qui répond à beaucoup de questions, qui vient mettre le doigt sur beaucoup de choses, qui explique beaucoup de choses sur mes souffrances, puis pourquoi que je me ramasse dans certains états de victime à partir de mon enfant qui est blessé, que je réussis à vraiment identifier pour la première fois de ma vie. Puis fait que je commence un travail sur moi qui est important, puis qui m'amène à réaliser beaucoup de choses, puis à développer une passion pour la psychologie. Je me mets à faire beaucoup de lectures, puis je commence à connaître beaucoup de choses sur la psychologie, puis je commence à connaître beaucoup de choses sur moi, mais beaucoup de choses en théorie. Fait que je suis comme équipé pour aider les gens, beaucoup plus que pour m'aider moi. Ça me valorise un peu, mais je vais pas vraiment mieux. Moi, après 7 ou 8 ans d'abstinence, je décide d'aller faire une formation en psycho, une formation de 3 ans. La tête, elle me passe plus n'importe, puis je fais une rechute. Je fais une rechute qui va durer 11 ans. Une rechute qui va durer 11 ans, après avoir fait 7 à 8 ans d'abstinence, c'est tu as connu le mouvement, tu as connu les étapes, tu t'es fait des nouveaux amis, c'est dur, ça fait mal. J'ai de la misère à revenir parce que j'y crois plus. J'ai de la misère à revenir parce qu'à un moment donné, il y a un thérapeute qui m'a convaincu que c'était pas une maladie que j'avais, que c'était un désordre psychologique, puis que si je travaillais sur moi, je pouvais régler mon désordre psychologique. Puis j'ai eu des débats avec lui sur la première étape qui a duré à peu près 6 mois, mais le travail s'est fait tranquillement. Puis à un moment donné, j'ai dit, garde, je pense que j'ai réglé assez d'affaires dans ma vie que je suis capable de consommer normalement. Alors j'ai recommencé à boire. J'ai recommencé à fumer du pot. J'ai jamais repris de drogue dure comme la cocaïne, mais je m'y mets à boire, puis je m'y mets à fumer, puis ça a duré 11 ans. Alors, après 11 ans, dans un autre bas fond, il est peut-être temps que je retourne dans les meetings. Là, j'ai fait plusieurs années de thérapie. Je suis encore dans un bas fond. Je regarde une liste de meetings. Le meeting, le courage de changer, où j'avais rencontré mon parrain, il existe encore. Alors, je me présente là pour reprendre un jeton du nouveau, puis il y a des gens de l'époque qui sont encore là, qui m'accueillent, puis qui me jugent pas.
celui qui jugeait le plus, c'est moi dans tout ça. Tu sais, c'est pour ça que ça m'a pris tellement de temps de revenir, parce que je me jugeais tellement. Mais c'est juste moi qui me jugeais, c'est pas les autres. Les autres, ils m'ont accueilli où j'étais, comme j'étais, avec la rechute que je venais de faire, puis ils étaient contents de me voir. Et puis, mon retour m'a fait beaucoup de bien. Mon retour dans le mouvement m'a fait beaucoup de bien. Ça a fait 3 ans le 18 février que je suis revenu. Et puis, pendant ces 3 ans, les 3 dernières années, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place par rapport à la relation que j'ai avec moi. Là, c'était plus juste, qu'est-ce que je sais sur la psychologie humaine, là, puis comment que je suis équipé pour aider les autres. C'est plus, moi en relation avec moi, ça se passe comment, ma vie avec moi, puis ma relation avec moi, je suis en train de m'apercevoir qu'elle est pas terrible. Alors, il y a plein de choses qui vont se mettre en place là dans les 3 dernières années pour m'aider à travailler sur moi, puis me réconcilier avec les états du moi, enfant, adolescent, adulte, puis mon passé. Me pardonner mon passé, ce que moi j'ai fait, ce qu'ils m'ont fait dans des familles d'accueil, pardonnant à mon père, pardonnant à ma mère, puis le pardon le plus difficile, c'est me pardonner à moi, de ne pas m'avoir aimé, d'avoir fait une grosse rechute, de ne pas avoir devenu plus tôt la meilleure version de moi-même. Alors voilà. Merci. J'étais à l'écoute là de tout ce que tu disais, puis j'avais de la misère à en sortir là. Je t'aurais écouté encore longtemps. C'est dur les pauses pour vrai, même pour moi là qui dois arrêter ton partage, parce qu'il me semble que je me serais laissée encore porter par tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on fait juste une pause, on va pouvoir revenir t'écouter. J'entends beaucoup de choses là-dedans. Toi aussi, t'as parlé de ton ego à quelque part en disant que ta tête passait plus d'importe. Fait que faut toujours faire attention quand on dit qu'il faut être vigilant. Quand dans le gros livre, c'est écrit à plusieurs endroits d'être vigilant par rapport à notre égocentrisme, et puis que ça peut nous amener à la rechute assez rapidement, puis tu vois aussi la honte ou la culpabilité ou tout ça qui fait que t'es pas revenu en disant Dieu merci, t'es toujours là, parce que il aurait pu arriver aussi comme d'autres que tu as raconté que c'est la fin là. Ça c'est encore plus grave. Je suis heureuse que tu sois là, que tu ne sois pas enlevé la vie par exemple, ou que t'es pas arrivé à la folie, la mort, ce que souvent, ou la prison, là, les 3 choses qui nous attendent si on retourne consommer. C'est très grave la rechute, alors je souhaite à personne de le vivre là. Puis surtout que si vous êtes en rechute présentement, de retourner plus vite au mouvement. Je vous en prie. Alors on va aller à la pause. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour à notre émission Un jour à la fois. Alors, toujours Isabelle qui est avec vous, puis Francis aussi qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons un site sur le mouvement des alcooliques anonymes. Vous pouvez en apprendre davantage, donc, sur le site des alcooliques anonymes du Québec, sur aa-québec.org. Ce site va vous donner beaucoup d'informations sur cette fraternité, entre autres aussi. Le numéro de téléphone d'aide téléphonique, Francis en a parlé au départ, c'était avec quelqu'un de l'aide téléphonique, lui, qui a pu être dirigé vers un meeting, puis faire son premier meeting, puis d'aller chercher de l'aide. Puis c'est ça, n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin d'aide, et puis si vous souffrez tout seul en ce moment, là, puis il y a tout le temps quelqu'un pour vous écouter là, sur l'aide téléphonique, puis de vous guider un peu là-dedans, puis de vous entendre dans votre souffrance, puis restez pas tout seul. Alors, ce numéro de téléphone-là, vous allez le trouver sur le site Internet. Et puis aussi, si tu cherches une réunion, tous les meetings sont là. Aussi, on en a maintenant Zoom, par téléphone. Puis, allez-y, n'hésitez surtout pas. Notre invité, donc, Francis. Francis a rechuté, il nous expliquait dans son moment de partage que après 11 ans, il est revenu
finalement, à son même meeting, là, qui existe toujours avec les membres qui étaient là pour l'accueillir, sans jugement, parce qu'on sait ben trop c'est quoi ce maladie-là, puis à quel point c'est fort, puis à quel point c'est sournois, insidieux, puis on est toujours, en tout cas, moi, pour ma part aussi, là, puis je pense que tout le monde, on est comme ça dans les salles, quand quelqu'un revient, on va juste le prendre dans nos bras, grand ouvert à part de ça, tu sais, c'est comme on est heureux de revoir un membre là, qui a besoin d'aide encore, qui souffre encore finalement, puis que ce soit un nouveau ou quelqu'un qui revient, ben c'est la même chose, c'est le même accueil. Alors, je repasse la parole à Francis, vas-y, c'est à toi. Merci Isabelle. Alors, après 11 ans de rechute, je reviens, puis je reprends où est-ce que j'avais laissé. Avec une différence, j'ai 11 ans de plus, j'ai plus de maturité. Et puis, il y a une différence aussi, c'est que 1 an avant de revenir dans le mouvement, avant de revenir de ma rechute, j'avais commencé à fréquenter un centre bouddhiste qui s'appelle Rigpa, qui m'a beaucoup aidé, puis qui a beaucoup coloré ma façon de voir les 12 étapes. Qui m'a beaucoup réconcilié avec la façon de concevoir une puissance supérieure à ma façon. En fait, j'ai compris que les 12 étapes, c'était pas un mode de compréhension, que c'était un mode de pratique, que c'était un mode de vie qui était simple, qui était facile comme la philosophie bouddhiste est facile. Ça se rejoint beaucoup les 12 étapes et puis la philosophie bouddhiste aussi. Hein. Mais j'ai compris, ce que j'ai compris dans le centre bouddhiste, c'est que c'était facile, mais c'était simple en fait, mais que c'était pas facile. Pas facile parce que ça demande une certaine discipline. C'est un mode de vie d'action, c'est un mode de vie de pratique. Il suffit pas de le comprendre, il suffit de l'intégrer puis de le pratiquer de façon quotidienne. Alors, j'ai pu pratiquer les 12 étapes de façon plus mature et plus sereine. En recommençant à faire les intensifs, en ayant un nouveau parrain, puis en reprenant ma vie en main, je suis beaucoup plus assumé que je l'étais quand j'étais plus jeune. Juste pour faire une image, je vais vous demander de visualiser un sablier, et puis le sable du bas, ça représente le passé. Notre passé, c'est notre histoire. On sait ce que ça contient, on sait de quoi c'est fait, on peut pas rien faire pour le changer. On peut s'en servir pour ne pas oublier d'où est-ce qu'on vient. On peut s'en servir pour aider quelqu'un d'autre. On peut s'en servir pour faire une 4e, une 5e étape, pour faire des ateliers de croissance personnelle. On peut s'en servir pour aller en thérapie, pour travailler sur nous, mais on peut pas rien faire pour le changer. Le contenu du passé, c'est notre vie, c'est notre histoire, c'est fini. Il y a la partie qui est le sablier du haut. Le sablier du haut, vous avez compris que c'est le futur, c'est l'avenir. Le piège avec le futur puis l'avenir, c'est que on sait pas de quoi il est composé, puis on sait surtout pas il en reste combien de temps qui reste dans le sablier du haut, on sait pas. C'est l'histoire d'une femme qui venait de fêter son 60e anniversaire de naissance, et puis elle se trouvait fatiguée, elle trouvait qu'elle manquait d'énergie, puis elle disait à ses enfants, puis à ses petits-enfants, qui la trouvaient adorable d'ailleurs, profitez-en de moi, puis je veux profiter de vous autres, puis venez me visiter souvent, parce que j'ai l'impression que je vais bientôt mourir. Puis ses enfants, puis petits-enfants, voyons donc, t'es encore en forme, puis tu vas pas mourir tout de suite. Puis à chaque anniversaire, elle répétait ça, puis elle est morte à 93 ans. Fait qu'il lui restait 33 ans dans son sablier de vie, puis elle pensait qu'il lui en restait pas beaucoup. À l'inverse, quand j'étais jeune, dans Hochelaga Maisonneuve, l'hiver, on faisait de ce qu'on appelle du ski bottine en arrière des voitures ou des camions. Une journée que j'étais pas là, heureusement, j'avais pas besoin de ça de plus dans ma vie, j'ai un ami qui fait avec d'autres du ski bottine en arrière d'un camion cube, puis le camion cube, il tourne un coin de rue, mon ami glisse en dessous du camion, puis la roue, il passe sa tête. Fait qu'il est mort, ça a fait le front page du Journal de Montréal, et puis lui, il avait 12 ans. Alors, si on lui avait demandé... du haut de ses 12 ans, il reste combien de temps dans ton sablier de vie? Il aurait probablement répondu, il reste 50, 60, 70, 80, il m'en reste plein. On lui aurait demandé ça une demi-heure avant, puis pourtant, il lui restait seulement 30 minutes. Alors, le futur, il est fait de quoi? On ne sait pas. Il reste combien de temps? On ne sait pas non plus. Moi, mon passé, j'ai fait la paix avec maintenant. Je me suis pardonné ma rechute, j'ai pardonné mon passé, j'ai pardonné à mon agresseur, je le verrai aujourd'hui, j'aurais pu envie de me venger.
J'ai pardonné aussi à mes parents. Mon problème, parce qu'on a tous des problèmes, hein, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, il y a toujours quelque chose à régler. Hein. Moi, si j'aurais quelque chose à travailler encore, j'aurais quelque chose à régler, si ça se situe plus au niveau du sablier du haut, au niveau du futur, au niveau de l'avenir, c'est les projections. Les projections que je fais dans l'avenir, dans le futur, ça me rend inquiet. Puis cette inquiétude-là, ça me cause de l'anxiété. Quand je suis capable de rester groundé dans le moment présent, alors j'arrête de me projeter dans le futur, dans le sablier du haut, puis j'arrête de faire de l'anxiété. Un outil que j'ai, qu'on m'a appris dans un centre bouddhiste, c'est la méditation. Alors, si je réussis à me déposer par la méditation dans le lâcher-prise de ma 3e étape, puis que je suis dans mon moment présent, puis qu'il y a juste ça qui existe, le ici et maintenant, je suis capable de vivre sans anxiété puis d'être totalement bien. Puis quand ça m'arrive, c'est des moments de grâce. C'est des moments de grâce que je suis capable de savourer, mais ça fait pas partie de mon quotidien. Là. La vie va vite, je travaille, j'ai une job à temps plein, puis je suis quelqu'un qui est plutôt anxieux parce que je me projette dans le futur. Mais au moins, j'ai les outils qu'il faut pour me ramener dans le moment présent. Je sais comment faire. Si je réussis pas à me déposer dans le milieu du sablier, où est-ce que le temps ne s'arrête jamais, hein? C'est là le moment présent, hein? C'est là qu'il faut vivre, c'est là qu'il faut s'installer, c'est là qu'il faut se déposer par le lâcher-prise de la 3e étape dans le moment présent. Si je réussis à m'installer là, je réussis à être heureux. Sinon, même si je vis plus dans le passé, dans la souffrance de mon passé, j'ai quand même un peu d'anxiété par rapport à l'avenir. Alors, moi, je vais terminer avec une histoire que mon parrain, mon cher parrain qui m'a accueilli dans le mouvement, mon premier parrain qui s'est enlevé la vie, qui m'a raconté à un moment donné dans un intensif. Il m'a dit, Francis, c'est l'histoire d'un cheval blanc qui vit dans une écurie avec sa mère puis sa petite sœur. Et puis, l'écurie prend en feu. Le petit cheval blanc, il réussit à kicker les portes de l'écurie pour se sauver, puis il regarde l'écurie brûler, puis sa mère puis sa sœur, ils brûlent dans l'écurie, ils brûlent dans l'incendie. Alors le petit cheval blanc, lui, se retrouve tout seul, puis il réussit à se sauver. Alors il est dans la forêt, puis il fait froid, puis c'est pas un habitat naturel pour lui, il est pas fait pour vivre là. Il est pas assez grand puis assez fort non plus. Il se nourrit de la façon qu'il peut, mais il perd du poids, puis à un moment donné, il se fait attaquer par une meute de loups. Il se fait mordre, mais il réussit quand même à kicker un des loups qui l'a attaqué puis à se sauver. Les loups le pourchassent, mais il réussit à l'esmer. Il est affaibli par cette attaque-là, puis à un moment donné, il passe en dessous d'un arbre, puis un cougar qui lui saute sur le dos, puis il griffe, puis le cheval blanc réussit encore à kicker le cougar, puis à se sauver, puis à semer le cougar. Mais là, il est plein de sang, il est tout sale, puis il est rendu au bout de ses forces. Il décide de se laisser mourir. Il est dans une forêt qui est très, très sombre. Il voit un peu de lumière au bout de la forêt, et puis il s'avance un peu, puis là, il y a une grande clairière, puis au loin, dans cette clairière-là, il voit une grosse écurie avec plein de cheval sans clôture qui courent. Il y en a des bruns, il y en a des blancs, il y en a des noirs, il y en a des blancs et bruns et noirs. Alors lui, il se dirige vers ce cheval-là, puis eux autres, quand ils le voient arriver, ils vont à sa rencontre, puis ils voient qu'il a besoin d'aide, fait qu'ils vont le chercher, ils l'amènent dans l'écurie, ils lui donnent de la nourriture, ils lui donnent de l'eau, ils soignent ses plaies, ils lui donnent de l'amour. Puis aujourd'hui, ce petit cheval blanc-là, il a grandi, ses cicatrices ils ont guéri, ses plaies ils ont guéri aussi. Et puis lui, il accueille d'autres chevals de toutes sortes de couleurs qui arrivent dans l'écurie. Il fait partie de cette écurie-là. Et puis le cheval blanc, c'est moi. Et puis mon écurie, c'est AA. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, merci. Merci, Francis. Wow. Merci de tout mon cœur et aussi beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup appris en t'écoutant, encore une fois, parce qu'en écoutant, on apprend. Puis moi, j'ai appris en écoutant tout ce que tu nous as dit sur le mouvement, dit sur ton vécu, ton vécu de l'enfance jusqu'à ton rétablissement, qui est toujours en route d'ailleurs. Puis ton histoire. Ouais, je savais pas que ça allait être toi, le petit cheval blanc, mais je me doutais à la fin qu'il y avait peut-être un lien avec nos fraternités. Merci, c'est un beau
C'est une belle histoire qui parle beaucoup de comment on reçoit l'aide, puis ensuite on tend la main à celui qui arrive, la 12e étape. Puis la 3e, je vais juste vous lire ça. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Il a parlé de la 3e étape, je voulais vous la lire. Alors, merci beaucoup pour ce partage, Francis, puis d'être venu nous voir. C'était un plaisir. Merci Yvon à la console, merci beaucoup d'être là. Nos auditeurs, je vous remercie d'être à l'écoute. L'équipe au complet, les collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animatrice Isabelle. Je vous souhaite une très belle semaine. Faites attention à vous et revenez nous voir la semaine prochaine. Merci.